Amis rôlistes, bonjour. Je suis Ectelion et j'accueille aujourd'hui dans le bazar pour vous reparler de jeux de rôle. Aujourd'hui, on continue notre petite série sur Fantasy Edge et on va parler aujourd'hui du compagnon. Le compagnon, je vous en parle quasiment depuis le début. En fait, j'avais vraiment envie de le faire parce que pour moi, vraiment, le jeu prend tout son intérêt avec le compagnon. Je vous l'ai déjà dit, pour moi, les règles qui sont dedans sont nécessaires pour vraiment approfondir le jeu, le gameplay, le système de règles, tout en fait. C'est vraiment un ouvrage que je conseille si Fantasy Edge vous intéresse. Pour ceux qui auraient des références avec un D&D par exemple, c'est un peu l'équivalent d'un livre comme Tasha ou comme Xanatar, un livre qui vient rajouter de la viande autour de l'os, rajouter des options de jeu et rendre ça un peu plus complet. Alors évidemment, quand on vient rajouter des choses, c'est possible qu'on vienne augmenter d'un cran la difficulté. Mais pas de panique, pour ceux que ça intéresserait, c'est toujours très simple. Puis je pense pas que vous allez utiliser tout ce qui est proposé. Déjà de base, c'est pas forcément possible de conjuguer certaines choses qui sont proposées. Mais voilà, donc je vais vous dire ce qu'on a dedans. On va essayer de faire vite. Aujourd'hui, je vais essayer de ne pas vous retenir 45 minutes. Donc, si j'ouvre la table des matières, on a donc 8 nouveaux chapitres. Nous avons de nouvelles races, nous avons de nouveaux backgrounds, nous avons de nouveaux talents, de nouveaux sorts et familles de sorts, donc les arcanas. Donc on a des sorts qui sont rajoutés à ceux possibles dans le livre de base. Et en plus on a de nouveaux arcanas. On a aussi des règles optionnelles concernant la magie. Nous avons après un chapitre sur les récompenses. Récompenses que ce soit en termes de comment dirais-je d'organisation, par exemple des titres, des choses comme ça, où les joueurs sont dans une organisation puis ils montent de rang, et aussi des récompenses en termes d'objets. Donc par exemple des artefacts. Je vous en parlerai après de tout ça. Ensuite, nous avons le monde, donc concevoir des organisations, donc c'est des règles de world building, on va dire, comment concevoir des organisations, comment est-ce qu'elles fonctionnent, les choses intéressantes à mettre dedans et tout ça. Et puis aussi des règles de bataille de masse, règles que j'ai jamais utilisées, je crois. Je me souviens pas d'avoir déjà fait une seule bataille de masse. Je trouve toujours que ces règles sont hyper complexes, j'ai jamais rien compris. Euh, Là, bon, je vous avoue que j'ai pas trop approfondi le sujet non plus, mais en tout cas, elles sont pas très compliquées de ce que j'ai pu voir. C'est vraiment trois phases qui vont déterminer l'issue de la bataille. Et en fait, chaque armée va avoir des points en fonction de ce qu'ont fait les joueurs pour affaiblir l'armée adverse ou booster la leur. Par exemple, voilà, c'est des règles de bataille de masse, quoi. Ensuite, on a un bout sur tout ce qui est véhicule et règles de poursuite, parce qu'il n'y a pas de règles de poursuite dans le livre de base. Donc là, on vient rajouter des règles de poursuite, règles évidemment que personne n'utilise jamais. Ensuite, nous avons un chapitre sur tout ce qui est NPC, donc ça va être de concevoir des antagonistes, concevoir des alliés, avoir des règles optionnelles pour pouvoir utiliser certaines choses chez certains alliés, ou même entre joueurs, hein. On peut construire des relations entre joueurs et se servir de ces relations pour pouvoir déclencher certains effets. Je vous donne un exemple, mais si j'ai un allié très proche à qui j'ai fait une promesse, par exemple, je te promets de tuer l'assassin de tes parents, et ben le jour où je me retrouve devant l'assassin de ses parents, j'ai un bonus. En achetant un stunt, j'ai un bonus contre eux parce que j'avais fait cette promesse. Et pareil, si j'ai mon ennemi juré, eh bien, je vais avoir un bonus aussi contre cet ennemi juré. Alors, c'est pas une famille d'ennemis jurés, hein. C'est pas je déteste les orques donc j'aurai un bonus sur tous les orques. Non, c'est vraiment toi précisément, Michel, je ne t'aime pas, tu as tué mes parents et je vais te poursuivre et te tuer. Et le jour où je tomberai en face de Michel, eh bien, j'aurai des bonus contre lui. Et pour compléter ce chapitre, nous avons aussi de nouveaux adversaires et de nouveaux NPC qui sont assez intéressants. Donc des nouveaux adversaires bien spécifiés, par exemple le capitaine de la garde nain. Voilà, c'est vraiment très spécifique. Donc c'est des choses qui viennent enrichir un peu par exemple l'ennemi nain du bestiaire. Et bien là, voilà, c'est le capitaine de la garde, donc il est un peu plus fort et tout ça. Donc on vous explique, c'est vraiment dans ce livre-là qu'on vous explique comment concevoir des NPC intéressants, comment booster certains adversaires. Il y en a aussi dans le bestiaire, mais je reviendrai là-dessus. Mais là, on vient vraiment vous expliquer comment concevoir un ennemi, comment concevoir un allié aussi, et des PNJ intéressants en termes de statistiques aussi.
Et puis en plus de ça, vous avez aussi les règles concernant les compagnons. Donc un peu comme on peut le voir dans D&D maintenant, alors je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais c'est cette règle qui vous permet d'avoir un allié avec vous, ou un peu comme je vous avais montré dans Talisman, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, vous pouvez aller la voir. Et bien là, il y a aussi des règles pour pouvoir avoir un allié, donc par exemple un garde du corps, par exemple, je sais pas moi, le mage du village qui vient vous aider temporairement en mission, ce genre de choses. Donc là, il y a une petite règle là-dessus. Et puis vous avez leur petite carte de statistiques comme je vous mets là. Et puis pour finir ça, le chapitre le plus important selon moi et sur lequel on va passer le plus de temps dans cette vidéo, ça va être les options de jeu. Pour moi, c'est vraiment ce qui fait le cœur du livre et c'est ce qui doit absolument être conservé et intégré dans les parties, si évidemment c'est quelque chose qui vous plaît. Donc je vais revenir en détail un petit peu sur chaque chapitre, expliquer les choses là où j'ai besoin d'expliquer. Donc tout d'abord dans le chapitre 1, vous avez 4 nouvelles races qui vous sont proposées, même si en fait il n'y en a pas 4, il y en a bien plus que ça. Parce que la première ça va être les Beast Folk, donc ce sont les hommes rats, les hommes chats, les hommes singes, les hommes chiens. Donc voilà, vous pouvez créer n'importe quel type de homme-ce que vous voulez conjugué avec un animal. Et puis voilà, vous avez vraiment les règles pour créer tout ça. Alors il y a quelques exemples qui vous sont fournis. Puis vous avez un tableau, par exemple, si c'est un ursidé, si c'est aviaire, si c'est un chat, si c'est voilà. Puis vous avez en fait des choses qui vont changer dans la création, mais c'est la même base tout le temps. Et donc ça vous permet de, si vous avez un univers dans lequel vous avez je sais pas moi, un homme oiseau et puis un homme ours, et bah hop, vous pouvez venir facilement avec Fantasy Edge créer comment, la création de personnages de ce peuple-là. Vous pouvez la créer facilement du coup avec les règles qui vous sont données là-dedans. Chose que je trouve très intéressant. Et puis comme on part tout le temps de la même base, bah, ça rajoute pas de complexité, ça rajoute pas des pages et des pages en plus. C'est vraiment en un tableau, c'est réglé. Il y a ça qui change suivant la famille d'origine. Et puis voilà. Après, il y en a peut-être des familles qui vont manquer, mais bon, une fois que vous avez la base, c'est très simple à changer. Ensuite, le second peuple qui vous est proposé, ce sont les Half-Blooded. Donc eux, ce sont des demi-quelque chose, par exemple demi-elfe, demi-orc, demi-démon, etc. Vous pouvez choisir un peu ce que vous voulez. Puis ça va très bien à la création, ça marche parfaitement bien. Le troisième, ce sont les dracs, que nous appellerons Drakeid ou sans dragon dans cette vidéo. Ce sont des hommes dragons ou des hommes lézards, ou voilà, ça reste un type d'écailleux, mais on sent un peu l'inspiration quand même, on va pas se mentir. Et puis le quatrième, là c'est plus original déjà, ce sont les Aurines. Et les Aurines, en gros, ce sont, comme qui dirait, alors ils vont pas fitter dans tous les settings, mais des hommes-machines, donc un peu les Clockwork, comme on peut le voir dans Shadow of the Demon Lord, ou j'oublie leur nom dans D&D aussi, dans Eberron, mais vous avez des hommes un peu machines mécaniques comme ça, d'ailleurs qui se croient supérieurs, c'est assez marrant à lire. Mais voilà, vous avez donc des espèces d'hommes-machines qui s'appellent les Aurines. Et voilà, donc avec ça, vous avez donc 4 nouveaux peuples qui peuvent en fait se décliner en, comme je disais, plein de nouveaux peuples. Et c'est quelque chose que je trouve intéressant. Et on sent vraiment le côté boîte à outils dans ce bout-là. Et c'est pareil, tout le début du bouquin, les 2-3 premières pages, en gros, ils vous disent voilà, on vous donne ça, mais n'oubliez pas que c'est une boîte à outils. Et puis, vous pouvez changer des choses. Si vous aimez pas ça, bah, changez, etc. Et ça, c'est répété pas mal de fois dans le livre, à quelques endroits. Par exemple, pour les Aurines, ils vous disent voilà, parce qu'ils intègrent aussi les armes à feu, les armes à poudre dans ce bouquin-là. Et donc, ils disent voilà, les Aurines sont naturellement plus avancées technologiquement, mais si il n'y a pas d'armes à feu dans votre setting, bah, remplacez à la création de personnages, au lieu qu'ils aient le focus Black Powder, eh bien, vous pouvez mettre tel focus à la place pour pallier au problème. Voilà, donc comme ça vous permet de créer des Aurines dans un setting qui n'a pas de poudre noire. Ensuite, pour compléter ce premier chapitre, nous avons tout ce qui est background. Donc les backgrounds, c'est ce qu'on choisit par classe sociale dans la création de personnages. Donc là, je vous renvoie à la vidéo sur le système de jeu dans lequel on faisait la création de personnages. Donc là, vous avez de nouveaux backgrounds et vous avez des backgrounds qui sont plus en rapport avec votre domaine. C'est ce que un peu une critique que je faisais de la création de personnages au niveau des backgrounds, c'est que c'était par exemple au niveau de la classe sociale. Voilà, je jette ma classe sociale, je suis pauvre, j'ai un background de pauvre.
Alors, oui, je veux bien, mais j'ai décidé que je serais mage. J'aimerais bien quelque chose en rapport avec les mages. Et là, dedans, vous avez les backgrounds de arcane, vous avez les backgrounds je sais pas moi, criminels, vous avez militaire, voilà, des choses un peu plus spécifiques, suivant les idées que vous avez eues à la base, bah, ça peut venir enrichir. Et là, c'est encore une fois, c'est pas des choses qui viennent effacer ce qu'il y avait avant ou qui viennent changer la façon de fonctionner. Non, c'est juste que vous avez le choix de choisir entre ceux du livre de base ou cela. Voilà, c'est juste des options supplémentaires, mais ça ne change pas la complexité à ce niveau-là. Ensuite, nouveau chapitre, nous avons tout ce qui est magie. Donc là, comme je vous disais, vous avez pas mal de nouveaux sortilèges pour les familles de magie existantes, donc les arcanas existants dans le livre de base. Donc là, ça vient compléter un peu les sortilèges. Vous en avez pas mal, hein. Vous en avez pour l'air, la divination, la terre, le destin, le feu, le soin, l'héroïque, l'éclair, le pouvoir, l'ombre, l'eau et le bois. Ça, donc là, vous avez des nouveaux sorts là-dedans. Et puis, vous avez de nouveaux arcanes. Tant que j'y suis, je vais les faire. Vous avez la bête, le froid, la mort, l'enchantement, l'illusion, la protection, le psychique. Voilà, donc ça vient rajouter encore des familles de sorts pour ceux qui en manqueraient. Et maintenant, je trouve qu'on peut vraiment venir faire de belles combinaisons grâce à celle-là. Et moi, je sais que je suis vraiment attiré par certains arcanes. Si je devais faire un mage dans Fantasy Edge, je sais déjà à peu près ce que je prendrais. Et puis avec la magie vient aussi des nouvelles options de jeu, des options par exemple de cantrip, hein, c'est ce qu'ils appellent des mineurs arcana. Donc ce sont des petites choses qui vont par exemple allumer les bougies par magie, et ces petits sorts ne vous coûtent pas du tout de points de magie. Ce sont des petits sortilèges que vous activez comme ça, mais par contre contrairement à des jeux comme D&D, il n'y a pas de petits sortilèges qui vont faire du dégât. C'est vraiment des choses pour montrer que tu maîtrises la magie. Et puis, vous avez aussi une autre option qui vient en fait avec une autre spécialisation. C'est l'ouverture des talents magiques aux non-mages. Donc, par exemple, si j'aimerais faire un guerrier qui maîtrise la magie ou un rogue qui maîtrise la magie, eh bien, juste avec le livre de base, c'est pas possible parce qu'il n'a jamais accès à une spécialisation qui peut aller chercher des talents magiques. Alors que dans ce livre-là, vous avez le Arcane Dabbler qui permet aux rogues et aux warriors de venir choisir des familles de sorts et donc de devenir des guerriers qui utilisent un petit peu de magie. Il ne viendra jamais aussi fort qu'un mage, mais il va pouvoir débloquer une ou deux familles de sorts, ce qui est quand même intéressant au niveau de la variation de gameplay, je trouve. Ça peut être intéressant et je trouve en tout cas que ça rapporte vraiment quelque chose et ça ouvre beaucoup plus de possibilités d'un seul coup en fait. Ensuite, j'aimerais revenir avec vous sur tout ce qui est récompense, tout ce qui est objet en fait. Alors, comme je le disais tout à l'heure, les récompenses, ça peut être des titres, ça peut être des rangs dans une organisation, donc on vous explique ça, hein, ce que je disais tout à l'heure. Mais je voudrais revenir avec vous sur les artefacts, ces objets magiques en fait qu'on peut trouver ou qui vous sont offerts par une entité. Il y a un système que je trouve vraiment génial là-dedans, c'est que ces objets-là peuvent avoir des pouvoirs supplémentaires, c'est vrai, mais ils peuvent aussi avoir un coût d'utilisation. Il faut des fois les activer, donc il y a une méthode d'activation, je reviens là-dessus après, et peuvent aussi avoir des conséquences, voire une dépendance. Donc quand tu utilises cet objet, tu as une petite table, et puis tu peux devenir dépendant à cet objet, et cet objet a de plus en plus d'emprise sur toi, enfin, sur le personnage, et donc ça peut vraiment mal finir. Par exemple, ça peut être des choses du genre je t'offre cette épée te permet de faire des dégâts monstrueux à tes ennemis. Par contre, le jour où tu es entièrement dépendant de cette épée aspirera ton âme. Et tu m'appartiendras, par exemple, ou tu seras changé en pierre, ou peu importe. Donc voilà, des fois ça peut être l'utilisation à risque. Ou alors cette épée est super, par contre, pour l'activer, il faut que tu tues un innocent. Sinon, c'est une épée normale. Et donc, tu as quand même comme ça des coups d'activation, c'est des conditions en fait, d'activation. Alors, c'est pas tous, hein, je vous rassure, mais voilà, les objets très puissants, les artefacts, littéralement.
peuvent avoir comme ça des conditions d'activation et peuvent avoir des conséquences sur le porteur. D'ailleurs, ça me fait marrer l'image qu'ils mettent dessus pour illustrer ça. Vous avez cette première image, on voit un personnage qui se rapproche d'une épée qui a l'air d'être offerte par quelqu'un de très sympa. Et puis ensuite, la page d'après, quand il vous parle des dépendances, eh bien, vous avez cette image-là. Et on voit que c'est le même personnage, et on voit que c'est la même épée qui était offerte. Et donc, je trouve ça marrant qu'ils aient repris vraiment, on voit vraiment la conséquence de l'utilisation. Et on voit que cette pauvre personne est en train de se transformer en pierre. Voilà. Donc, ça peut être des effets comme ça. Euh, et ça, je trouve ça vraiment bien plutôt que simplement, voilà, prends mon épée plus un et puis va te battre. Non, là, il y a vraiment un gros côté roleplay, je trouve, qui peut être apporté. Et ça peut aussi faire de bons choix moraux. On n'est pas assez bien équipé, j'ai besoin de tel type d'épée pour vaincre cet adversaire. Mais si j'utilise cette épée, je sais que je risque de euh, je sais pas moi, devenir fou, massacrer mes amis, n'importe quoi. Voilà, avec, si tu l'utilises, il y a conséquences. Et moi, c'est quelque chose que j'aime particulièrement. Ça crée en fait des opportunités de roleplay que je trouve très intéressantes et très sympa. Je vais pas spoiler, mais pour ceux qui avaient regardé Roll and Play, ça me fait un peu penser à la relation qu'avait Ilzar avec son épée, voilà, avec les conséquences qui en ont découlé. Moi, c'est quelque chose que j'avais apprécié à l'époque. Voilà, et pour finir, on saute directement 3 chapitres et puis on arrive directement dans les options de jeu. C'est vraiment là ce dont je voulais vous parler. Donc là, vous avez un peu deux choix qui s'offrent à vous. Vous avez tout d'abord l'option de rendre le jeu plus mortel, en fait plus dangereux. Donc ça va passer par des choses du genre faire plus de dégâts, donc c'est jeter des dés supplémentaires, ou bien réduire la vie des PJ à la base en changeant un petit peu la règle à la création. Donc normalement je crois que c'est 10 plus niveau plus constitution, et là en fait on fait juste 10 plus que constitution, donc tu rajoutes jamais ton niveau, c'est que tu as moins de vie. Et vous avez aussi une petite règle pour tout ce qui est les dommages, donc comment dirais-je, les blessures. Donc par exemple, si tu as moins de 50% de ta vie et plus de 25%, tu es en blessure légère. Donc à ta défense et à ta vitesse, tu as moins 1, à TG, tu as moins 1. Et puis quand tu passes en dessous des 25%, bah là tu as moins 2 partout. Donc voilà, c'est quand même un peu plus compliqué. Mais vous voyez, ça rajoute pas non plus des masses de règles, ça vient juste changer quelques petites choses comme ça. Si jamais tu veux colorer ton monde pour qu'il soit un peu plus dangereux, je vous dirais qu'il manque une seule chose, c'est au niveau de le fait de le rendre ça plus dangereux, ce serait des effets sur la magie, en fait, que rendre la magie plus dangereuse. C'est peut-être ça qui me manquerait au niveau de plus dangereux. Euh, mais bon, après, c'est une question de choix. Mais c'est vrai que si on voudrait faire du Warhammer, par exemple, en utilisant le système de Fantasy Edge, je vous dirais que c'est une connerie, quoi. C'est pas fait pour ça à la base. Ça marche pas. Je sais plus si je l'ai précisé, hein, mais Fantasy Edge, ça a vraiment un côté héroïque, hein. C'est héroïque comme un DD, comme un Pathfinder. Voilà, on part sur les mêmes tropes à la base. On n'est pas du tout dans quelque chose de gritty, vous l'aurez peut-être compris, ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est aussi à prendre en considération. On peut pas, enfin on peut pas. Après, vous faites bien ce que vous voulez à vos tables, hein, mais si vous voulez respecter l'esprit de l'univers, l'esprit du jeu que vous voulez émuler, bon, si vous voulez quelque chose de très très gritty, Fantasy Edge, c'est pas forcément pour vous à la base, hein. Voilà, et puis donc la deuxième option qui nous est proposée, là c'est un peu le contraire du gritty, c'est le cinematic play. Alors le contraire, pas forcément, c'est pas rendre les choses beaucoup plus simples, mais c'est quand même apporter des options de jeu que moi je vais utiliser pour accélérer un peu les choses ou pour rendre ça plus cinématique. Ok, je vous explique pourquoi. Donc là on a deux déjà règles qui viennent se rajouter. Nous avons les points d'action. Donc les points d'action, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simple. Chaque joueur, quand il commence, après, il y en a plus quand ils montent de niveau, mais quand ils commencent, ils ont chacun 2 points d'action. Donc, ça, c'est par joueur. Et ces points d'action, ils peuvent les dépenser pour faire des choses. Par exemple, soigner quelqu'un qui est mourant, ajouter plus 2 à ta défense jusqu'à la fin de ton prochain tour. Ça va être des choses comme ça. Relancer un jet de dés qui ne t'a pas plu. Ou bien carrément venir rajouter un détail mineur à la scène. Donc là, avec cette règle-là, on vient apporter un peu de narration partagée, léger, hein, mais on vient apporter un peu de narration partagée dans le système de jeu. Donc par exemple, imaginons que, d'ailleurs je prends souvent le même exemple, hein, et imaginons qu'ils soient en audience avec le roi qui va bientôt les condamner. Ils veulent
pouvoir s'échapper, et ben des joueurs peuvent dépenser un point d'action pour dire au moment où le roi nous pointe pour prononcer sa sentence, il est distrait par le magistrat qui rentre dans la salle en criant Majesté, Majesté. Il tourne la tête et puis là, hop, après les joueurs peuvent faire leur chose. Et puis voilà, donc ça vient apporter comme ça un peu de narration partagée à l'ensemble. Moi je trouve ça très bien de laisser des fois les joueurs aussi pouvoir influencer sur la scène. Donc moi c'est quelque chose que je vais utiliser, c'est sûr. Ça a déjà fait ses preuves en partie, dans nos parties test que je vous disais la dernière fois dans la vidéo système. Donc moi c'est sûr que ça je vais utiliser. Et puis l'autre bout qui vient se rajouter, c'est la réserve de points de stunt. Alors les stuns, comme je vous avais dit, donc c'est ces effets qu'on peut déclencher, mais comme je vous avais dit, ça marchouille dans le sens où ça peut être un peu frustrant parce que bah, tu veux faire une certaine action, par exemple désarmer ton adversaire ou le pousser dans la falaise parce que à ce moment-là il est pile ici, sauf que bah, tu jettes ton dé, t'as pas de points, merde, ou alors t'en as, mais t'en as pas assez pour faire ce que tu voulais faire. Puis tu te dis, bah c'est dommage parce que là je voulais faire ça, mais j'en ai pas assez donc c'est frustrant et c'est pas top. Avec cette règle-là, vous en avez un certain nombre de points qui sont mis dans une réserve. Nous, par exemple, en ce moment, on a 12 points par session de jeu. Et les points d'action, d'ailleurs, se reviennent par session de jeu aussi, hein. Et donc, ces points de stunt, eh bien, on peut les dépenser, comme je vous avais dit la dernière fois, pour déclencher des effets. Mais avec cette réserve, je peux les dépenser même si je n'ai pas généré double. Donc c'est-à-dire que là, je suis près de ma falaise, je veux le pousser, on se bat, jette mon dé, j'ai pas fait de points, merde, mais en fait non, parce que je peux aller piocher, c'est pour le groupe entier, donc je peux aller piocher avec l'accord du groupe, je sais plus combien c'est, mais je vais dire 4 points, pour pouvoir pousser mon adversaire. Et donc là, d'un seul coup, la frustration s'envole. Ou alors, j'en ai généré 2, mince, il m'en fallait 4, et bien je viens piocher 2 points de stun dans la réserve, et puis je peux quand même pousser mon adversaire, ou le désarmer, ou enfin, faire ce que vous voulez. Donc là, d'un seul coup, moi, ce que je trouvais le gros problème du système de base, à savoir cette frustration liée au point de stunt, et bien d'un seul coup, elle vient de s'envoler. Et puis, il y a une autre chose qui me fait bien plaisir, c'est qu'on retrouve à peu près le même système que on pourrait l'avoir dans un système 2D20. Alors, c'est pas exactement pareil, mais pour ceux qui connaissent le 2D20, je parle un peu du momentum et de la menace du MJ. Donc, en gros, pour ceux qui connaissent pas du tout le 2D20, les joueurs ont un peu pareil ce genre d'effet qu'ils peuvent déclencher, mais quand ils le font, ça vient nourrir la menace du MJ qui après peut s'en servir contre les joueurs. Donc quand tu l'utilises, c'est bien, mais attention parce que d'ailleurs on peut s'en servir contre toi. Et là, il y a un peu le même principe. Alors, quand vous dépensez des points de stun, ça les dépense, pas le problème. Par contre, si jamais j'ai en ce moment dans ma réserve un point de stunt restant, je jette mon jet, je fais pas de stunt, mais je voulais pousser mon adversaire de la falaise pour continuer sur le même exemple. Eh bien, normalement, je suis bloqué parce que j'ai pas généré de stunt, donc j'en ai pas à moi. Dans ma réserve commune, il ne reste plus que 1 point, il m'en manque donc 3. Eh bien, je peux négocier avec le MJ pour lui dire j'aimerais faire ça, donne-moi les 3 points. Le MJ peut accepter, mais en revanche, il y a une complication qui va survenir et ça va être au joueur de déterminer la complication. Donc évidemment, il faut être logique, il n'y a pas de tableau, il n'y a pas d'échelle, voilà, mais si tu demandes 1 point, bah, ça va être une petite complication, si tu en demandes 5, ça va être une grosse complication. Par exemple, là, j'ai poussé mon adversaire de la falaise, mais il y a 3 gobelins qui viennent d'arriver, et donc qui rejoignent le combat. Et c'est ce petit système-là, vraiment là, c'est là que j'ai accroché au système. J'avais commandé le livre de règles, le bestiaire et le compagnon en même temps. Et c'est vraiment en lisant le compagnon que j'ai vraiment aimé le système et que j'ai vraiment accroché en me disant ok, je veux vraiment pouvoir intégrer ça dans la partie, je trouve ça génial. Et pour finir là-dessus, donc vous avez encore quelques petits morceaux. Donc vous avez tout d'abord l'armure héroïque. Bon, ça c'est quelque chose que je ne pense pas utiliser, mais on verra. Donc en gros, c'est juste que votre personnage tout nu, il a quand même une armure de héros. En gros, il résiste mieux au coup que les autres. Donc il prend moins de dégâts au final parce que son armor rating augmente avec les niveaux.
Bon, ça c'est un peu trop héroïque pour moi, c'est vraiment quand vous voulez donner un goût un peu invincible à vos joueurs. Un peu invincible, j'exagère, mais ça leur ajoute quand même quelque chose. Et puis le dernier morceau, ça va être les mobs et les minions. Donc les minions, ce sont de la chair à canon qui entoure un vrai ennemi. Donc là c'est marrant parce qu'il y a un petit système qui est lié justement au fait que ce soit de la chair à canon. Donc par exemple, j'ai généré 5 points de stun avec mes dés, je peux décider d'éliminer 5 minions juste dans ce tour-là parce que les éliminer ça ne coûte que 1 point de stun. Voilà, donc on les élimine avec des points de stun ou alors on les élimine normalement, mais je veux dire, c'est pour vraiment pouvoir vider la place. Et puis pareil, les mobs, c'est un peu le niveau du dessus et ils ne jouent par contre que en tant qu'une seule entité. Donc il y en a 6, il y en a 7, voilà, et ils jouent tous en même temps, un peu comme un essaim, voilà. Ils jouent, il y a plein d'individus, mais on les compte comme une seule entité. Et en fait, tout simplement, ce que ça va faire, c'est que par exemple, si vous prenez 10 orques en mobs, eh bien, ça va être considéré comme étant un orc, mais il va être boosté au niveau de ses stats. Ce qui fait que vous allez pouvoir affronter, c'est pour refléter cette multitude. Et puis quand il n'y en a plus, ils sont tous morts. Dès que vous tuez en fait ce super orc, et bien hop, ils sont tous morts, tous les mobs. Et enfin, dans les options de jeu, il y en a une dernière, donc ce sont les packages de stun, les stun packages. Donc ce sont des paquets parce que des fois ça peut être pratique de tout réunir en un seul bout. Plutôt que quand je vous disais la dernière fois, lire sur le tableau en disant bah, je vais faire ça, et puis je vais faire ça, et puis je vais faire ça, et puis je vais faire ça pour un total de 6. Bah là, avec les stun packages, par exemple double shot, en gros vous avez tiré votre flèche, vous avez généré 4 points de stun, et bien vous pourrez choisir d'utiliser lightning attack et rapid reload. Et bien là vous utilisez juste double shot qui contient déjà les stunts, lightning attack et rapid reload, ce qui fait que ça va un peu plus vite quand vous l'avez directement sur la feuille. Au bout d'un moment vous savez que vous voulez utiliser ça, puis voilà, ça vous évite d'avoir plein de choses différentes, c'est vraiment regrouper les choses. Et puis voilà, donc vous l'avez vous avez pour le combat, vous l'avez pour le roleplay, vous l'avez pour l'exploration et vous l'avez pour la magie. Il y en a plus des packages pour le combat que pour les autres, notamment la magie, il n'y a que deux. Puis vous en avez aussi des hybrides, ceux-là qui contiennent, donc qui vont chercher un peu à droite à gauche entre le combat, l'exploration, la magie. Bref, ça vient faire des assemblages. Moi, c'est quelque chose que je n'ai pas utilisé, les hybrides. Mais bon, après, c'est une question de goût. Et puis voilà qui met fin au contenu de notre compagnon. Donc comme vous avez pu le voir, c'est un ouvrage que je trouve très complet. D'ailleurs je vous l'ai même pas dit, hein, mais c'est donc hardcover et c'est en couleur dedans. Celui-là, l'autre avait une dominance bleu-vert et celui-là une dominance plutôt rouge. On garde toujours la même mise en page, rien à dire là-dessus. La qualité des illustrations est très bonne. Donc voilà, il n'y a rien à en dire de plus. C'est un ouvrage que je conseille ardemment à tous ceux qui aiment Fantasy Edge ou qui veulent se lancer dans la gamme. C'est vraiment un must-to-have et je conseille à 200%. Nous, dans l'Actual Play, c'est sûr qu'on va venir utiliser des choses qui sont dedans. Déjà, on va utiliser les points d'action, on va utiliser la réserve de points de stunt. Donc voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. La prochaine fois, on se retrouve non pas pour la suite de Fantasy Edge, je vais commencer les vidéos sur Elvogrod, donc le monde que j'ai créé pour que vous en compreniez un peu les tenants et les aboutissants pour ceux qui aimeraient suivre plus tard la campagne d'Actual Play, voilà, pour vous faire une tête et puis voilà, aussi avoir vos retours, hein, ça sera pratique. Parce que moi, j'écris des choses, mais après, si vous trouvez ça complètement nul, merci de me le dire. Et puis voilà. Donc je sais pas trop, mais je pense que ça va sortir rapidement. Je vais essayer de tourner encore des vidéos cette semaine. Je suis encore en vacances cette semaine, donc je vais essayer de vous faire ça. Et puis voilà, je vous promets rien, mais j'essaie de revenir rapidement. Décidément, pour quelqu'un qui veut sortir moins de vidéos pendant l'été, je crois que j'en sors plus qu'en temps normal. Bon, tout va bien. Comme vous avez vu aujourd'hui, c'est une présentation un peu plus légère, avec moins de montage aussi, donc ça va me permettre d'aller un peu plus vite. Et puis voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis en attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut!